Alors bonjour, et on va parler de Ceylon aujourd'hui. C'est une nouvelle présentation, c'est la première fois que je la fais, donc je stresse un peu, donc si vous me voyez gigoter un peu plus que d'habitude, c'est normal. Donc déjà, on va commencer par expliquer ce que vous faites là, ce que moi aussi je fais là. Et puis on va parler de Ceylon, de qu'est-ce qui existe de nos jours et vers où on va. Donc déjà, je voudrais commencer par vous remercier d'être venus. Surtout de ne pas être allé à celle des autres, parce qu'il y avait du lourd à côté, il y avait les Lambda, il y avait Rémi Forax, il y avait plein de gros noms. Et donc si on attend un petit peu, il devrait y avoir du monde, parce que ça va être plein, donc il va y avoir de l'overflow. Donc les empêche pas de rentrer. Et donc moi je suis Stéphanie Pardo, je travaille pour Red Hat depuis le début du projet Ceylon, en tout cas depuis le début où c'est devenu public, depuis le début où Gavin King en a parlé en Chine. Donc vous voyez, merci aux autres d'avoir fait Overflow. J'ai démarré le compilateur vers la JVM, j'ai aussi démarré le projet Herd, qui est le repository de modules dont je parlerai tout à l'heure. Et je travaille sur le SDK, les outils, la ligne de commande, et grosso modo, je m'occupe de faire la glue entre tous ces projets, de faire en sorte que ça marche, et accessoirement, je m'occupe de crier sur tout le monde jusqu'à ce qu'on arrive à faire une release. Donc, je vais vous parler de Ceylon. En premier lieu, c'est un langage. Alors c'est un langage qui est puissant et moderne. C'est quelque chose où, si vous voulez, l'idée qu'on a autour de Ceylon, c'est de se demander à quoi ça pourrait ressembler un langage qui a les mêmes idées, la même philosophie qu'on adore du langage Java, mais fait en 2000. Bon, maintenant on est en 2014, mais à l'époque c'était en 2012 principalement quand on se posait la question. À quoi ça pourrait ressembler de garder la même philosophie, de faire un langage qui est lisible et prévisible, c'est-à-dire que c'est facile à apprendre, c'est facile à maintenir en équipe, c'est facile de maintenir le code qui a été écrit par quelqu'un d'autre et de comprendre de quoi ça parle, c'est-à-dire tout ce qui a fait l'avantage de Java à l'époque où ils ont pris la main sur le C++. Pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de cette époque, à l'époque tout le monde faisait C++, personne comprenait comment ça marchait, et puis ils ont sorti Java, ils ont enlevé 90% des features de C++, ils en ont rajouté 2 ou 3 pour faire mine qu'ils ont créé des choses, et c'est devenu Java, et c'était un succès parce que les gens arrivaient à comprendre ce langage de programmation. C'est non seulement un langage, Ceylon, mais c'est aussi un écosystème, c'est toute une plateforme d'outils qui est modulaire. Donc dès le départ dans le langage, on a la modularité, ce qui permet d'avoir un certain nombre de choses. Par exemple, on a notre propre SDK, on a des repositories de modules, on a des outils comme des IDE, les lignes de commande qui arrivent à s'intégrer avec tout ça. Et donc on essaye de fournir quelque chose de clé en main où du début à la fin, vous allez faire du Ceylon et puis vous allez avoir tous les outils qui vous facilitent la vie tous les jours pour développer. On va voir ça un petit peu plus tard. Alors, je vais parler du langage brièvement. C'est pas une intro au langage. Vous allez voir dans les démos à quoi ça ressemble et pourquoi il y a des choses qui nous plaisent. Et j'espère qu'ils vous plairont aussi. Mais c'est pas on va pas aller feature par feature ce qu'il y a dans le langage. Donc je vous l'ai déjà dit, c'est inspiré de Java, puisque c'est un langage qu'on aime beaucoup. C'est implémenté encore en grande partie, et il y a beaucoup de bouts qui sont implémentés en Java. C'est aussi inspiré de C#. C#, c'est un langage qui est intéressant parce que c'est apparu après Java. Donc ils se sont aussi inspirés de Java, mais ils ont eu quand même des évolutions majeures qui leur a permis d'avancer à certains moments, à certains endroits plus rapidement que Java dans l'évolution. Et en particulier, ils ont eu une politique qui était contraire à celle de Java, de casser la compatibilité dans certaines versions de façon à pouvoir ajouter des features de façon compréhensive, et non pas des compromis comme on a eu en Java au fur et à mesure. On a beaucoup d'inférences de type dans Ceylon. Alors l'inférence de type, c'est le fait de pouvoir éviter de mettre le nom des types à certains endroits quand vous écrivez du code et laisser le compilateur deviner qu'est-ce qu'il y a. Alors il y a beaucoup d'inférences de type maintenant dans Java aussi, surtout dans Java 8, mais c'est pas le même genre d'inférence de type. En Java 8, l'inférence de type elle se fait en regardant ce qui est à gauche, et en Ceylon on se fait en regardant ce qui est à droite. C'est-à-dire on regarde ce que vous allez mettre dedans et on devine de quel type ça va être.
C'est un langage qui est statiquement typé, hein, c'est pas un langage dynamique, donc au moment de la compilation, on est capable de savoir exactement ce que sont les types, et on a un système d'inférence de type qui est complètement déterministe et borné, donc il n'y a pas de problème de rapidité ou de lenteur à la compilation à cause de ça. On a un typage qui est plus puissant aussi, plus expressif, c'est-à-dire on a un système de type qui reprend beaucoup de choses de Java, mais qui rajoute des choses comme les types union et types intersection qui permet de typer un petit peu plus finement. On verra un exemple de ça plus tard. On a du flow typing qui permet de raffiner les types au fur et à mesure de l'exécution, c'est-à-dire qu'en Java, un pattern courant, c'est vous allez regarder si machin est une instance de foo, et puis après, vous allez pour utiliser en tant que foo, vous allez devoir ajouter des castes. En Ceylon, une fois qu'on a regardé si c'est une instance de foo, Compilo il est assez malin pour dire bon bah je sais que c'est une instance de foo, vous n'avez pas besoin de caster, ça va être un foo pour le reste de la méthode. On a les mixin et les lambda, bah, alors c'est quelque chose qui a aussi été rajouté dans Java 8. Les mixin, il n'y a pas une énorme différence. Les lambda, il y a une grosse différence fondamentale qui est qu'en Java, les lambda sont compilés vers des single method interface, donc ça reste des objets qui sont, enfin, il y a de la conversion implicite. En Ceylon, c'est plus comme en JavaScript où les fonctions sont vraiment des objets à part entière. On a un type fonction, on est capable de raisonner sur le nombre d'arguments. Une fonction peut être passée à quelqu'un d'autre sans avoir à satisfaire une interface particulière. On a des compréhensions qui permettent de créer des itérables dynamiques avec à l'intérieur des boucles for, des boucles if. Donc c'est une manière un petit peu plus impérative d'écrire des filter maps de façon à être un petit peu plus lisible. C'est assez sympa. On a les génériques réifiés. Alors ça peut paraître anecdotique puisque en Java on s'en sert pas tellement souvent. Enfin ça manque pas tellement souvent puisque ça n'existe pas. Mais je vous montrerai tout à l'heure un exemple où c'est assez intéressant de voir que les mecs qui écrivent des frameworks s'en servent beaucoup et on se rend compte qu'effectivement ça facilite beaucoup la tâche. On a un système de modules dès le départ, c'est-à-dire en Java vous avez les classes qui sont contenues dans des packages et puis pour les modules vous devez sortir du langage, aller voir Maven, Ivy, peu importe, pour vous occuper de vos modules. Nous, on a les modules dans le langage et les outils, du coup, sont capables savent exactement quoi faire avec des modules, comment résoudre les dépendances, comment publier sur un repository distant, le compilateur sait faire, l'IDE sait faire, donc c'est tout à l'intérieur de ça, et ça permet d'avoir un SDK complètement modulaire, j'en parlerai tout à l'heure. On a un métamodèle qui est sympa aussi, donc c'est l'équivalent de la réflexion, mais avec en plus, comme on a les génériques réifiés, on a plus d'infos, c'est assez sympa. Et on compile vers la JVM et vers JavaScript. Donc il n'y a pas du tout de différence de feature entre le compilateur vers JavaScript et le compilateur vers la JVM. On a exactement le même support. On est capable de faire tourner du code Ceylon sur le navigateur, sur Node.js ou sur la JVM. On verra ça aussi tout à l'heure dans les démos. Et on a l'interop bien sûr avec Java, avec JavaScript. On est capable d'importer les modules du JDK tels qu'ils sont définis dans Jigsaw depuis Java 7, avant que ce soit reporté vers Java 8, puis Java 9, puis annulé, ou on ne sait pas trop. Donc vous importez Java Base et puis vous êtes capable d'utiliser JDK. Vous êtes capable aussi d'importer des modules qui viennent de Maven. Donc la plupart des choses sont assez transparentes. Et en JavaScript, qui est un monde complètement à part vu que vous n'êtes pas typé, donc vous n'avez aucune information à compile time de savoir qu'est-ce qui peut bien exister. Même si on pense essayer de s'intégrer avec les définitions de TypeScript, on peut rentrer dans des blocs dynamiques et débrancher certains checks et donc de pouvoir accéder à des choses qui sont pas forcément connues à compile time. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Donc là, je vous ai présenté beaucoup de choses. C'est pas la peine de vous en souvenir ou d'essayer de faire un tableau complet de ce qui existe dans le langage. Vous allez voir au fur et à mesure. Je vous présente ces features et vous allez les voir dans les démos au fur et à mesure. On a un IDE. Alors, on a un plugin Eclipse qui a été démarré par David Festal de Serly et Gavin King, qui est l'auteur du langage. Il y a quelques temps déjà, puisqu'on a sorti l'IDE en même temps que le langage au fur et à mesure des releases. Et on en est à un point là sur l'IDE où en termes de perf, en termes de features, on est complètement équivalent aux features de l'IDE de Java pour Eclipse. Donc on y a vraiment, on est à bloc là-dessus.
On s'intègre aussi avec JDT, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des codes des classes Java définies dans votre projet Ceylon au milieu et ça marche bien. Vous avez toujours la complétion, le refactoring qui marche bien. On compile bien sûr vers JVM et JavaScript. On a toutes les features dont on s'attend. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est intégré au système de modules, c'est-à-dire vous avez la complétion quand vous importez un module, ça va chercher sur les repos distants, ça fait des queries REST, etc. Et ça fait des trucs assez sympas. On a, pour ceux qui préfèrent IntelliJ, on a aussi un plugin qui a démarré, alors plus récemment, il a démarré l'an dernier, démarré par Bastien Johnson et Matija Amazi. Bastien, qui est parisien d'ailleurs, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, j'ai pas vu en tout cas. Qui n'est pas aussi abouti. Alors, on a la coloration syntaxique, on a le rapport d'erreur, la compilation, navigation, etc. Mais on n'a pas encore les quick fix, on n'a pas encore la complétion, donc c'est pas encore fini. Mais ça avance quand même assez vite. Voilà, donc je vais arrêter de parler un petit peu. Je vais vous montrer une démo que j'ai fait pour Java 1 à la base, et qui est assez sympathique. Enfin, en tout cas, moi, elle me plaît, donc après, on va voir si ça vous plaît à vous. Est-ce que c'est assez gros? Non, je vais rajouter un petit peu de fonte. Hop. Oh. Est-ce que 20, ça suffit? C'est assez gros, là, vous arrivez à lire tous? Ouais? Bon. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. On va avoir un bout de code sur le client et un bout de code sur le serveur. Alors, le client, ça va être un navigateur web. Là, je vais vous montrer le code qu'on a sur le serveur. Le code sur le serveur, on va le compiler vers la JVM, et le code sur le client, on va le compiler vers JavaScript. Le code client, il va faire un appel de WebSocket vers le serveur, et il va demander une liste de modules. Et à chaque fois qu'il a quelque chose sur la WebSocket, il va l'afficher. Le code serveur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une WebSocket, il va ouvrir un serveur HTTP et créer une WebSocket, et il va se connecter à une base de données que j'ai en local, qui a la liste de tous les modules qui sont enregistrés dans Herd, dont je vous parlerai tout à l'heure, et il va lire des choses de cette base de données, et puis les envoyer au client. Donc ici, j'ai mon projet, j'ai un module serveur, il s'appelle serveur, il est version 1.0.0, et il a une liste d'imports. Donc parmi ces imports, les premiers, on voit des trucs qui commencent par Ceylon point quelque chose, ça vient du SDK de Ceylon. Donc là, on peut voir, bon, on a la doc, on s'en fiche un peu. On a un certain nombre de modules dans le SDK, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On a aussi un import de java.base. Alors je vous le disais tout à l'heure, on a modularisé le JDK, en tout cas on fait mine d'avoir un JDK modulaire. Quand on complète, on voit qu'on a un certain nombre de modules. C'est la liste qui est définie dans Jigsaw, donc en théorie, le jour où ils se décident quand même à mettre ça dans Java, ça devrait ressembler à ça. J'ai mon adversaire de talk, là, Paul Sandoz, qui présente Java 8 pendant ce temps et qui du coup est désolé de ne pas être venu à ce talk, me confirmait que ça ne devrait pas changer énormément. Et ici en dessous, j'ai un module Postgres qui vient d'un import de jar. Donc j'ai pris un jar, je l'ai importé dans le repository et c'est disponible. Donc vous voyez l'interop, ça se fait assez facilement. Mon code serveur, je vais vous montrer grosso modo ce que ça fait. Ici, j'ai une fonction qui s'appelle getSQL qui va me donner une connexion à la base de données. Donc SQL, c'est quelque chose qui vient de notre SDK. Ce que je fais, c'est que j'utilise le data source de Postgres. Là, je fais un appel au constructeur. Vous voyez, j'ai pas besoin de faire new, puisqu'en Ceylon, les classes sont des fonctions. C'est quand on invoque une classe, on lui passe des paramètres et ça nous retourne une nouvelle instance. Vous voyez ici, j'ai le mot-clé value. Quand je demande à l'IDE, quand je vais dessus et je lui demande ce que c'est que le type, il me montre que le type qui a été inféré, c'est celui qui vient de droite. Donc j'ai pas besoin de répéter le type. Il voit très bien que dedans, je mets quelque chose qui est de type PG Simple Data Source. J'appelle un certain nombre de setters sur ce data source. Alors vous voyez pas d'appel à set machin parce que en Java il y a des champs et puis il y a aussi les Java Bean Properties qui n'ont jamais été vraiment intégrés dans le langage comme ils ont fait en C#. En Ceylon, dès le départ, à vue de l'extérieur, vous n'avez aucune différence entre appeler un champ et appeler une property, donc un champ virtuel. De la même manière, le mapping, quand on fait, là, pour vous, ça apparaît comme des champs, mais derrière, ça va appeler les setters. Et ici, donc, je retourne une nouvelle instance de SQL qui demande une fonction en paramètres. Donc là, je passe une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui retourne la connexion de notre data source.
Donc ça me permet d'obtenir une data source. J'ai encore ici quelque chose qui est une fonction qui s'appelle readSQL, qui prend une connexion SQL et qui prend aussi en paramètre un callback. Donc malheureusement ça devient un petit peu trop gros pour tout voir, je vais faire comme ça, voilà. Donc la façon dont je définis que je prends un callback en paramètre, je donne ses signatures. J'ai un callback qui prend un nom, une version, un download, et qui retourne void. Et ce callback, je vais faire un select, je vais prendre les résultats. Et encore ici, on a de l'inférence avec value. Ici, inférence avec row, qui est de type map string vers object. Je vérifie que le type de mon nom et de la version et du download que je prends à partir de SQL est bien de type string, string et integer. Une fois que j'ai fait cette assertion dans le reste de ma méthode, j'ai du flow typing qui me permet d'avoir les choses qui sont du bon type. Et j'appelle mon callback. Donc en gros, je vais lire toutes mes lignes, et pour chaque ligne, je vais appeler un callback en lui donnant la ligne. D'accord ? Ici, j'ai ma méthode principale, run. Alors vous pouvez voir qu'on a des méthodes au top level, hein, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Java, mais si ça vous aide, imaginez que c'est une méthode statique dans une classe quelque part, c'est strictement la même chose. Elle appartient au package de la même manière que les classes au top level appartiennent au package. J'obtiens une connexion SQL, je lance un nouveau serveur HTTP. Donc ça c'est quelque chose qui vient du module CelonNet. On a dans CelonNet les clients HTTP, dans le SDK client HTTP, serveur HTTP. C'est basé sur Undertow, qui est celui qui est utilisé dans Wildfly. Donc c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Je crée un nouveau endpoint WebSocket. Je dis que là je suis en train d'appeler le constructeur de ce truc-là. Et je passe les paramètres par nom. Donc quand on a beaucoup de paramètres, et que la plupart sont optionnels, puisqu'on supporte les paramètres optionnels en Celon, ils ont des valeurs par défaut, je ne suis pas obligé de toutes les donner, j'ai pas besoin, là par exemple pour cette démo, je me fiche de savoir s'il y a des erreurs, de toute façon il n'y a pas d'erreur, jamais d'erreur pendant les démos, donc j'ai juste un callback pour onOpen, je lui passe une méthode, je lui dis voilà, quand j'ai une WebSocket, je vais lire le SQL, que j'ai obtenu plus tard, je lui passe mon callback, qui est défini ici, et à chaque fois qu'on va me donner une ligne dans ce callback, je vais créer un objet JSON. Donc encore une fois, là, j'utilise le SDK, je passe des paramètres au constructeur, et je vais dire, voilà, le mapping de mon truc, je vais créer un objet JSON qui décrit le nom, la version, le download, je l'affiche sur la console, et je l'envoie sur le channel, et puis après je vais faire le gros port. Je dors pendant 500 millisecondes, histoire de faire mine que je suis complètement asynchrone du côté serveur, tout ça parce que j'ai pas pris le temps de faire quelque chose de correctement asynchrone. Mais je vous montrerai de l'asynchrone côté serveur tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va exécuter ce truc-là. Voilà. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté client. Le client est juste là. J'ai mon module client. Alors ce que vous pouvez voir ici, c'est que j'utilise aussi le SDK. Ça, c'est un des gros avantages d'avoir le même langage côté client et côté serveur, c'est qu'une fois que vous avez appris à vous servir des collections en Celon, une fois que vous avez appris à vous servir de JSON, des maths, des machins, les modules, c'est les mêmes. Hein. Donc, vous connaissez l'API côté client, vous connaissez le même API côté serveur. Et ma fonction ici principale, à l'intérieur, je vous disais tout à l'heure, comme l'interop en Java, ça se voit pas, hein, puisque tout est typé, on est capable d'utiliser les choses de manière très Celon, on vous masque que vous faites de l'interop. En JavaScript, c'est moins clair puisque on n'a pas de typage. Donc à compilation, on est obligé de dire bon, ce bloc-là, je vous préviens, c'est un bloc dynamique. Ça veut dire que les symboles qui sont pas résolus, on va dire qu'ils seront dispo à runtime. Hein, et puis sinon, vous aurez une exception. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'accéder directement au constructeur WebSocket qui est donné par le navigateur. Hein. Donc je vais ouvrir une WebSocket vers mon serveur. Je vais le stocker dans une variable dynamique, donc elle n'a pas de type. Je vais appeler jQuery directement comme on le ferait en JavaScript. Hein. Je vais obtenir un pointeur jQuery sur quelque chose qui a un ID target, et je vais enregistrer un listener sur onMessage. Donc là, encore une fois, je lui passe une fonction qui prend un paramètre dynamique, event. Une fois que j'ai mon événement, c'est-à-dire à chaque fois que je vais recevoir un message, je vais parser le message, les données du message en tant que JSON, vérifier que c'est bien un objet JSON et pas, par exemple, un tableau ou une chaîne ou une autre valeur. Je vais vérifier
que j'ai bien un nom, une version, un download, et ensuite je vais encore faire du jQuery pour créer mon HTML, et rajouter un badge, et à chaque fois que j'ai un module, je vais rajouter un badge, je vais marquer le nom et la version. D'accord? Donc ça ressemble beaucoup à du code JavaScript, hein, vous pouvez voir, mais il y a des parties qui sont typées, des parties qui ne sont pas typées. Donc pour certaines choses, vous allez avoir la complétion, l'aide de l'IDE, la doc en ligne. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est vraiment typé. D'ailleurs, ici au passage, on peut voir les types unions. Hein. On voit que quand on parse du JSON, on a quelque chose qui est de type string ou boolean, integer, float. On a un certain nombre de choses qui peuvent être du JSON dans la spec JSON, et on ne peut pas avoir, par exemple, n'importe quoi. On ne peut pas avoir une date, par exemple, ce qui est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, on va exécuter ce truc-là. Alors, c'est pas lui, c'est lui. Je l'ai mis en premier, ça aurait été malin de m'en souvenir. Donc j'ai ici un bouton, quand je clique dessus, il va ouvrir la WebSocket, et à chaque fois qu'il a un message, il va afficher, donc j'ai limité à 15 parce que ça va bien quand même, on va pas passer la journée dessus. Et je vous montre le code, qu'est-ce que ça donne, le code de HTML qui permet de faire tourner ça. Est-ce que c'est assez gros ou est-ce que c'est pas assez gros? On utilise Bootstrap, on a un CSS, on utilise jQuery et Require.js, qui est le système de modules vers lequel on compile, donc c'est quelque chose qui est assez standard en JavaScript. Je configure Require.js pour lui dire que mes modules sont dans le répertoire module, c'est le répertoire destination par défaut, si vous voulez, c'est l'équivalent de target, class en Maven ou build en Ent. Et je lui dis que tous les modules du SDK qui commencent par Ceylon, il peut aller les chercher dans mon repository user. Ensuite, je dis à jQuery que quand mon document est chargé, je vais faire un appel à require pour demander mon module client 1.0. Et quand ça va me donner le client, je vais faire un appel à jQuery, je vais enregistrer un handler sur le bouton, de façon à ce que quand je clique, j'appelle la méthode run de mon module. D'accord? Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de boilerplate au niveau HTML, et tout ça, c'est du Ceylon compilé vers JavaScript. On retourne. Non, pas là, si, là. Allez hop. Vers la démo. Je vais vous parler du SDK, alors brièvement. Hein, je ne vais pas vous faire une formation sur le SDK de Ceylon. La chose à savoir, c'est que nous, quand on fait une distrib Ceylon, à l'intérieur, on a un module. Hein, on n'a pas le SDK, on n'a pas le JDK ne contient pas le SDK, contrairement à Java. On a Ceylon.language, c'est tout. C'est le seul module qui est complètement nécessaire et absolument indispensable pour écrire du Ceylon. Dedans, vous allez avoir les types principaux, string, boolean, integer, float, etc. Il n'y a pas de type primitif, hein, dans Ceylon, tout est objet. Vous allez avoir les interfaces de set, list, map, qui sont les interfaces immuables. On n'a pas les collections muables mutables dans ce langage, elles sont dans le SDK. Vous allez avoir les interfaces qui définissent ce qui se passe quand vous appelez des opérateurs, c'est-à-dire quand vous utilisez multiplication, addition, accéder avec les crochets à la correspondance. Donc ça, c'est des interfaces qui sont définies dans le langage et qui sont requises à l'intérieur. Vous allez avoir le type des fonctions, callable, des méthodes qui vous permettent d'appeler des fonctions avec un nombre en passant les paramètres, donc apply, vous avez strictement la même chose dans JavaScript. Les informations sur le système, la runtime, est-ce que vous tournez sur la JVM, est-ce que vous tournez sur JavaScript, quelle est la version du langage, etc. Donc vraiment les trucs qui peuvent être définis que par le système, et le métamodèle, dont on parlera un petit peu plus tard. Et dans le SDK, donc vous avez tout le reste. Le SDK, il est modulaire, il est distribué sur notre repository de modules. Quand on fait une release, et c'est le cas quand on a relisé la 1.0, on a fait après des releases du SDK au fur et à mesure, et vous êtes capable d'utiliser la dernière version de collection qui a été relisée la semaine dernière, sans avoir à attendre la prochaine release du langage Ceylon, contrairement à ce qui est le cas actuellement sur Java. Le JDK ne bouge pas entre les releases, donc là on est capable d'améliorer le SDK de façon incrémentale sans avoir à attendre tous les 6 mois une release. Donc on a les collections, accès à la base de données, le file system, créer du HTML, quelques objets pour faire de l'interop avec Java un petit peu plus facilement, I/O, JSON je vous l'ai montré,
net pour taper sur le net. Bref, on a un certain nombre de choses. On a un framework de test qui est très sympa, qui est aussi intégré dans l'IDE. On a une vue à la JUnit qui vous permet de lancer les tests de manière interactive, de voir les trucs s'afficher en vert ou en rouge si vous n'avez pas de bol. Et là, je vous ai mis des petites astérix vers tous ceux qui ne sont pas encore dispo en JavaScript. Donc vous voyez que des modules comme collection, HTML, JSON sont dispo à la fois pour le JDK et pour la JVM et pour JavaScript. Il y en a certains. Alors soit on n'a pas eu le temps de les faire marcher pour les deux, comme les maths, principalement parce qu'on essaye de trouver enfin, dans la librairie standard de JavaScript, il n'y a pas tout qui permet de faire les maths comme dans le JDK. Et soit parce que ça n'a pas de sens, par exemple file. Bon, il n'y a pas de file system en JavaScript, on n'aura jamais la possibilité de vous écrire un équivalent pour JavaScript. Donc je vais, c'est très bien, vous parler de la ligne de commande. La ligne de commande, c'est quelque chose qui est assez important dans la vie du développeur. Bon, il y en a qui utilisent que l'IDE et c'est possible, mais quitte à avoir une ligne de commande, on s'est décidé à faire quelque chose d'assez sympa. On s'est basé sur tout ce qui marche bien dans Git. C'est-à-dire, on a une seule commande, donc c'est facile à découvrir, et le nom est assez intuitif. Donc c'est Cylon. Quand vous l'appelez, elle est capable de vous dire qu'est-ce qu'il y a comme sous-commande, compile, run, etc. Vous avez l'aide contextuelle, vous avez la complétion en ligne de commande, et surtout, c'est assez facile d'écrire des scripts qui vont être utilisés comme des plugins, c'est-à-dire exactement comme dans Git. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans Git, si vous avez quelque chose dans votre path qui commence par git-quelque chose et qui est exécutable, la ligne de commande Git va vous la lister automatiquement avec la complétion, avec la description, avec l'aide manuelle, etc. Donc nous, on a par exemple le système de build dont je vais vous parler tout à l'heure, qui utilise ça, et donc c'est assez sympa. Et je vais vous montrer ça. Donc pour ça, je vais ouvrir un autre module. Un autre projet, ici. Voilà, j'ai un autre projet d'Evox qui utilise le net et JSON. Je suis encore en train de faire du JSON. Donc j'ai ici une fonction qui va ouvrir une requête HTTP, donc qui va prendre un URI vers l'API de GitHub, et qui va exécuter une méthode HTTP GET dessus et prendre le contenu qui est une chaîne de caractères, vérifier qu'une fois qu'on l'a parsé, on a un objet JSON, et pour chaque élément, vérifier qu'on a bien un objet à l'intérieur et qu'on a un nom et un list d'issue, et ensuite je vais utiliser l'interpolation de chaîne de caractères pour vous afficher le nom du repo et le nom d'issue qu'on a. Donc c'est là où on voit si j'ai du réseau. J'ai sacrifié un Raspberry Pi au dieu de la démo tout à l'heure, donc ça devrait marcher. Voilà. Donc on voit que ça marche. Alors maintenant on va voir en ligne de commande ce que ça donne. Ici je suis là. Donc je vous disais j'ai Cylon. Je fais complétion et j'ai toutes les sous-commandes qui sont dispo. Parmi ces sous-commandes, il y en a une, build, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est dans mon path, qui n'est pas donnée avec la distrib Cylon. Celle qui m'intéresse ici, c'est compile. Donc je vais compiler, comment il s'appelle déjà? Devox 2014. Voilà, il me dit que je l'ai créé. Et maintenant, hop, je vais l'exécuter. Et il exécute. Bon. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué de servir cette ligne de commande. Vous avez tout ce à quoi vous pouvez vous attendre. C'est-à-dire quand vous faites help, vous avez la liste de tous les trucs qui sont documentés. Quand vous avez bien sûr la liste pour les sous-options aussi. Donc quand vous compilez, vous avez tous les trucs. Et c'est assez pratique. Donc, on retourne vers les slides. Je vais vous parler maintenant de Cylon Build. Cylon Build, c'est notre système de build. Il y a quelqu'un je crois que c'est Nicolas Martignol qui a remarqué en janvier que un langage n'était pas un vrai langage s'il n'avait pas son système de build. Je ne sais pas si c'était fait pour troller, mais en tout cas, je suis pas loin de partager cette idée. C'est un projet qui a été démarré par Loïc Rouchon, qui est là. Merci Loïc, un des gars du Sud. Faut avouer que c'est les meilleurs, hein, les gars du Sud. En tout cas, c'est les plus productifs, clairement.
Ça doit être la qualité de vie, l'air pur, la mer. On en a beaucoup en tout cas qu'on voit dans l'écosystème Ceylon. Il a démarré ce truc, c'est quelque chose qui ressemble qui est inspiré par Gradle, qui permet d'écrire son build en Ceylon. Et on se rend compte vraiment quand on y réfléchit un petit peu que ça a tout son sens parce que on vous permet de faire du code qui tourne dans votre navigateur écrit en Ceylon, qui utilise le SDK que vous connaissez, avec lequel vous êtes familier. Côté serveur aussi, avec le même SDK, donc une fois que vous avez acquis ces compétences, vous êtes capable de la réutiliser côté client, côté serveur. On va pas après vous dire, bon bah vous allez apprendre un deuxième langage ou un deuxième SDK, un deuxième système pour votre système de build, que ce soit du XML, du Groovy, du machin. Si vous le connaissez déjà, tant mieux. Par exemple, on a des plugins pour Ent, donc si vous voulez faire du Ent, c'est tout à fait possible. Mais si vous le connaissez pas, il n'y a pas de raison d'en apprendre un nouveau. Vous connaissez déjà Ceylon, vous codez votre build en Ceylon. Vous avez le même SDK, les mêmes facilités. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est encore... c'est pas quelque chose qui est complètement prêt, hein, c'est quelque chose qui est en train d'être développé, mais qui avance assez rapidement. Donc là, je peux déjà vous montrer... Lui, j'aimerais bien qu'il s'en aille, mais bon, tant pis. Ici, la convention, c'est que actuellement, en tout cas, la convention, c'est que par défaut, votre module de build, il va être dans un source folder spécial qui s'appelle build. Le module de build s'appelle build et version 1, mettons. Bon. On importe des choses qui sont fournies par Ceylon Build, c'est-à-dire toutes les annotations qui vont vous permettre de décorer votre code pour définir vos tâches et d'appeler les tâches Ceylon qui vont vous permettre, par exemple, de compiler. Donc là, je vous montre ce que ça donne ici. J'ai un module, donc moi j'utilise une variable globale pour définir le nom de mon module que je vais vouloir compiler, et puis j'ai une fonction ici, compile, qui est un goal. Goal, ça permet de définir une tâche et de dire, voilà, ce truc-là, l'API le module de build va le scanner, va voir un petit peu toutes les tâches qui existent, va prendre le nom de la fonction et dire, bon, bah, vous avez une fonction compile, c'est une tâche. Si vous l'appelez, je peux prendre le contexte et afficher, de loguer des choses au niveau info, dire, je vais compiler ça, et après, je peux utiliser la tâche Ceylon qui est importée ici, pour appeler des choses, l'équivalent de la ligne de commande. Si vous voulez, ici, j'ai un objet Ceylon qui a une méthode compile JavaScript, compile test, document, run, etc. Donc je vais compiler mon module. On va voir ce que ça donne en ligne de commande. Si je fais Ceylon build, voilà. Il me dit, bon, il est encore un petit peu verbeux, on va travailler là-dessus. Il me dit, il y a des tâches, c'est compile et publish. Donc, on va appeler compile. Et il va me dire, voilà, je vais compiler ce module. Ça y est, je l'ai compilé. Et il a créé mon module. Alors, pour la petite histoire, ce truc-là, si je regarde où j'ai un Ceylon build, ça vient de là. Et ce truc-là, ça ressemble énormément à la façon dont ça marche pour les plugins Git. Hein, c'est-à-dire, on a un script shell, on définit un certain nombre de variables globales qui donnent l'usage, la description, etc. On appelle un script qui nous donne plus de fonctions qui nous permettent de faire des trucs sympas. Et ensuite, on a le code du truc. Alors là, le code du truc, c'est pas très intéressant. On va vérifier que le module de build a été compilé. S'il n'a pas été compilé, on le recompile. Et puis après, on invoque le builder. Et ces trucs-là que vous voyez là, c'est utilisé par la ligne de commande quand vous faites help. Ouais, presque. Hop. Quand vous faites help, vous voyez, il va lister non seulement les trucs, mais il va extraire la doc que vous avez dedans. Runs your build script. Et il est capable aussi donc de le faire pour plus de choses. Il est capable de vous donner la description, long usage, etc. Il extrait de ce truc et vous le montre. Vous avez strictement pareil avec Git, c'est très pratique. Et donc, comme c'était une rudement bonne idée, on l'a volé. On est comme ça, nous. On revient là. Je vais vous parler de Herd. Herd, qu'est-ce que c'est? C'est notre dépôt de modules, hein, donc en English, repository, module repository. Donc pensez à des choses comme Nexus, etc.
Sauf que on lui a fait faire une transition vers le futur à la GitHub, c'est-à-dire interface web jolie, intuitive, où quand vous utilisez le truc, vous n'êtes pas en train de vous casser la tête contre le mur à savoir mais comment est-ce que ça pourrait bien marcher, comment est-ce que je fais pour publier un module. On a une API REST aussi, donc je vous le disais tout à l'heure, quand en ligne de commande vous voulez compléter un module, un import, quand vous êtes dans l'IDE, que vous faites la complétion sur les imports, il va faire des requêtes vers tous les repositories de modules que vous avez. Alors en local ça va vite, mais en distant il va faire des appels REST pour savoir qu'est-ce qui existe comme module. Donc, quand vous voulez publier un module, vous avez un repository de staging dans lequel vous allez publier votre module. Il va faire un certain nombre de vérifications. Et ensuite, vous le publiez. Vous avez de l'intégration donc avec la ligne de commande, l'IDE. On a de l'intégration avec GitHub aussi pour sortir les informations de projet, pour les afficher. Et on a un aspect social où vous pouvez suivre, par exemple, avoir un flux RSS des nouveaux modules du SDK ou un flux RSS des nouveaux modules publiés par Emmanuel. Donc, c'est assez sympathique. On va faire encore une fois une démo. On revient là. J'ai ce module, voilà. Maintenant, je vais vouloir... Donc le module, celui-là, celui... Wow, c'est sympa ça. Ah ouais, mais c'est de mieux en mieux. Il y a un moment, il va falloir quand même arrêter de déconner là. Ah ouais. Bien. Alors ça, franchement, je ne sais pas comment on s'en sort. Ah ben j'ai plus rien, alors comme ça, voilà. Ah ça c'est Eclipse, alors ça c'est vraiment fabuleux. Détruire le workspace, non, c'est bon. Je vais le redémarrer, ce sera déjà pas mal, mais c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Ce qu'on va faire donc, c'est que ce module, on va le compiler et on va le mettre directement sur Herd. Donc je vais vous montrer comment on fait pour publier un module. Merci, c'est beaucoup mieux. Donc on va déjà se loguer sur Herd, qui est parti. Et j'ai plus Chrome, c'est ça? Bon, il a voyagé. Non, j'ai plus Chrome. Bon, très bien. Mais oui, je le reconnaissais pas, il ressemblait à Eclipse. Donc j'ai une instance de Herd qui tourne en local donc je suis connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mes uploads. Je vais créer un nouvel upload. Ça me donne un repository de staging. Là, il me dit assez gentiment comment je fais en ligne de commande pour pousser vers ce repository, comment je fais si j'ai un script end par exemple, et en l'occurrence moi tout ce qui m'intéresse c'est l'URL. Je vais pousser directement vers cette URL. Alors comment ça se passe? Je vous montre mon build, j'ai rajouté un truc, non, surtout ne bouge pas ce fichier. Hop, voilà. Ah non, on va pas recommencer. Init. Merci. Merci. Heureusement qu'il y a des gens qui s'y connaissent dans la salle. Hein. Il est du sud, ah voilà, ça c'est les meilleurs. Donc j'ai ici une autre tâche qui est publish. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pas très intéressant parce que c'était pas du tout interactif. Celle-là, elle va être interactive. Elle va me dire comment on publie à chaque fois vers un nouveau repository, puisqu'il faut, ça dépend de qui, où est-ce que les modules vont finir. Je vais demander quelle est l'URL, le mot de passe, le username, et ensuite je vais publier, je vais compiler directement vers ce repository. Puis après, je vais même documenter mon module de façon à ce que ça aille là-bas. Donc vous allez voir ici, maintenant, si je fais selon build. Ouais, hein, il va falloir que j'entre un alias. Publish. Il va me demander l'URL. Je suis assez sûr de l'avoir copié, mais je vais la recopier. Voilà. Mon nom d'utilisateur, le mot de passe le plus connu par la MSA. Et je vais compiler directement à partir de la ligne de commande vers cette URL et documenter le truc. Alors là, il y a une série de slips 2 secondes qui sont quelque part entre Sardine, qui est le client qu'on utilise, qui est fait par Google pour faire le push HTTP, et Play de l'autre côté, il y en a un des deux qui fait un slip 2 secondes entre chaque put.
Ici, je refresh et j'ai donc la liste des modules qui ont été uploadés. Il y a une erreur. Bon, il vérifie un certain nombre de choses. Il vérifie en l'occurrence que j'ai la permission de publier ce truc, on l'a compilé pour JavaScript ou pas. Donc là, il me dit je l'ai pas compilé, que les checksums sont valides. Je peux aller voir la documentation avant de le publier, mais il me dit que le module a déjà été publié. Donc il faut que je mette à jour mon module. Hop, c'est pas lui, c'est lui. Voilà. J'incrémente le numéro de version et je retourne le publier. Voilà. Là, celui-là, je vais le virer. Et normalement, il est en train de publier, voilà. Hop, on a tout. Donc, non, il n'y avait pas encore les docs. Il est encore en train, voilà. Donc, je clique sur Publish, et maintenant, mon module a été publié. Il est là, il me dit, voilà, j'ai publié la version 3, je peux aller voir les docs, je peux voir qu'est-ce qu'il a comme dépendance. Il dépend de ses modules. Si je veux autoriser quelqu'un d'autre à l'éditer, je peux rajouter des permissions. Je peux le transférer vers quelqu'un si j'ai plus envie de bosser dessus. Je peux rentrer des infos sur GitHub, sur où il est localisé, et puis il va automatiquement me prendre les nombres de bugs ouverts, etc. Donc c'est assez sympathique. On retourne là. Je pense que maintenant... Ah ouais, bah ça c'est très sympa, merci. C'est Shift F5 qu'il faut faire. Je pense que je me suis bien dépassé sur le plan. Je vais vous parler d'une dernière chose qui est Kayla. Non, même pas, j'ai 1 minute de différence. Kayla, c'est encore un truc démarré par un gars du Sud, hein, Julien, qui consiste en un certain nombre de choses. Qui consiste en premier lieu vers un module Promise qui implémente une spec de Promise qui vous permet de faire des futurs, d'enchaîner les trucs, etc. Donc ça c'est assez sympa, qui va pas tarder d'ailleurs à intégrer le SDK. Il y a un module Vertex qui permet d'accéder à Vertex. Alors pour ceux qui connaissent pas Vertex, c'est l'équivalent à peu près de Node.js mais pour la JVM. Donc client et serveur HTTP asynchrone. Donc là, vous avez un module qui vous permet de taper là-dedans en Ceylon. Et puis ensuite, il y a 2 machins qui s'appellent Kayla Web, qui est un web framework, et Kayla MVVM, qui est un model view model controller pour le JavaScript. Donc ça, c'est les machins avec les buzzwords bien à la mode. Je vais vous montrer vite fait 2 démos. Quand je dis vite fait, bien sûr... Vous avez compris que ça va pas être rapide. Donc ici, un premier truc qui va utiliser le framework web de Kayla. Hop, on a ici... Alors je vous montre pas ça en premier, je vous montre, voilà. La méthode run, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire... On va créer une application Kayla, on va lui donner un... Vous savez, en Java, vous avez des classes littérales, c'est quand vous avez le nom de votre classe, point classe. En Ceylon, on a aussi les méthodes littérales, les packages littérales, les modules littérales. Donc là, en l'occurrence, je donne une référence vers le package courant, package Devox 2004 Kayla. L'application va scanner ce truc-là, va trouver tous les contrôleurs, et ensuite va ouvrir le port 8081 et va lancer l'application. Donc en termes de contrôleurs, le premier qu'on va trouver, c'est celui-là, proxy controller, qui a une annotation route, donc qui dit pour quel path elle va être appelée. Et quand on a une connexion sur ce path, on va avoir la méthode invoke qui va être appelée et qui retourne une promesse de réponse. Donc là, promesse, c'est futur, c'est le même genre de crèmerie. C'est quelque chose qui permet de retourner de la méthode et de lui donner un callback qu'il faudra appeler ou sur lequel il faudra s'enregistrer pour avoir le reste de la réponse. Donc c'est la programmation asynchrone. On va créer un client par Vertex, un client HTTP sur l'API de Chuck Norris, et on va prendre une blague de Chuck Norris, et puis ensuite on va faire une réponse où on va chaîner les promesses, et on va dire que quand on a une réponse qui est dispo, on va de ce client, on va parser le contenu de la réponse en JSON, et ensuite on va le transformer. Donc pour le transformer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la valeur et la blague, et ensuite on va appeler index. On va faire un OK, on va appeler index.
Index, c'est quoi? C'est un template, c'est une fonction qui retourne du HTML. Donc là, vous voyez, on a toute la construction de l'HTML en Ceylon. C'est pas un DSL, c'est pas quelque chose de magique, il n'y a pas de XML à l'intérieur. Tout ça, c'est des appels de constructeurs, de la classe HTML, la classe head, etc. On crée notre truc et à l'intérieur, on met notre blague. Donc, comme on n'est pas drôle, on va chercher des blagues parce que nous, on n'en a pas dispo localement. Donc, on crée le truc et on va voir maintenant. Lui, je le reconnais pour une fois. Hop. Voilà, et ça marche en plus. J'ai l'internet. Donc vous voyez, à chaque fois que je fais refresh, il va appeler le client. Le client va donner une réponse de futur, donc une promesse. Et quand il a ensuite une réponse du client HTTP vers Chuck Norris Database, il va le parser. Quand il a une réponse, il va donner le template, etc. Donc voilà, je vous montre ça, c'est assez sympa. C'en est encore au début, hein, c'est pas un truc qui est complètement fini, mais ça avance assez vite et c'est assez intéressant pour que ce soit pas mal de le mentionner. Et ensuite j'ai une autre démo, c'est le côté MVVM. Alors le côté MVVM, c'est on a une application To-Do qui vous permet donc de rajouter des To-Do, des trucs, des tâches à faire. Et de pouvoir dire je l'ai complété, donc j'ai fait cette tâche et les lister. Et je vous montre vite fait ce que ça donne. Hop, on a un certain nombre de properties et de machins qui sont observables. Donc c'est le même modèle que Knockout.js et d'une certaine manière Angular. Qui fait qu'on a le côté client qui est recalculé de façon dynamique où les changements sont propagés et donc on a des choses qui sont recalculées automatiquement, un certain nombre de méthodes. Ici, quand j'initialise mon application, je vais créer des divs, des sections, des machins et puis je vais faire des bindings. Je vais avoir par exemple un input field dans lequel, quand la valeur change, je vais la stocker dans le titre de ma to-do list, et si on appuie sur Enter, je vais appeler la méthode create qui va enregistrer cette to-do list. Cette to-do list, quand je fais create, hop, on prend la valeur du titre et on la rajoute dans la liste des to-do. Donc je reviens là, juste en dessous, j'ai une liste de tous mes to-do, donc je vais avoir un binder qui va dire qu'il va faire un for each de tous les to-do, et là vous voyez un truc assez sympa, c'est que quand on a les génériques réifiés, on n'est pas obligé de passer des classes littérales en paramètres. Hein, les paramètres de type sont accessibles à la méthode appelée. Donc on voit des trucs comme ça qu'on ne pourrait pas voir en Java. En Java, ça fera un appel de méthode et passe aucun paramètre. Là, en l'occurrence, on passe un truc qui est intéressant, c'est la valeur de to-do. Et donc pour tous les bindings, on va les afficher. Donc je vous montre ce que ça donne. Hop, ici. Donc j'ai mon application to-do. Quand j'appuie sur Entrée, ça le rajoute dans la liste, ça recalcule automatiquement la vue. J'ai la démo à faire, et ensuite, hein, j'ai les bières à boire ce soir. La démo, c'est fait, c'est bon. Les bières, on va y travailler. Et donc c'est un truc c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Si vous voulez faire du Angular sans avoir à faire du JavaScript, vous pouvez le faire en Ceylon. C'est pas encore fini, mais encore une fois, ça pourrait assez vite, donc c'est intéressant à montrer. Ça s'appelle Kyla, et ça sent bon la garrigue. Donc, je vais vous parler maintenant du futur du langage. Pour ça, je vous parle vite fait du passé. Donc la 1.0, on l'a sortie en novembre 2013. La 1.1 qui devrait sortir d'ici un mois. On a doublé la vitesse de compilation au niveau de la ligne de commande et jusqu'à 5 fois plus rapide dans l'IDE. Donc c'est vraiment, on a fait des intégrations où en gros, maintenant quand on est dans l'IDE, plutôt que d'invoquer le compilateur juste comme une librairie bêtement, on invoque le compilateur mais on lui donne tout l'AST qu'on a été obligé de parser de toute façon pour vous afficher les choses joliment dans l'IDE. Donc ça servait à rien de faire le type checking 2 fois. Donc le back-end fait vraiment que le boulot du back-end, donc ça va vraiment beaucoup plus vite dans l'IDE. On utilise énormément moins de mémoire aussi, on a fait beaucoup d'optimes, on a fixé énormément de bugs, que ce soit dans type checking, le compilo, l'IDE. C'est pour ça que je vous disais, maintenant, en termes de features, on est largement équivalent aux features de JDT, de l'éditeur de Java de Eclipse, à part dans le debugger où il nous reste encore des choses à faire, mais pour tout le reste, c'est vraiment bien poli. On n'a quasiment pas de changement dans le langage, donc ça c'est pas mal aussi. La 1.2 va sortir cette année, où là on va plus se concentrer sur des évolutions du langage,
avoir plus de flow typing dans les expressions, des expressions qui vous permettent, let expression qui vous permet de définir des nouvelles variables à l'intérieur d'expressions, des constructeurs, pouvoir rajouter des constructeurs qui est quelque chose qui est assez pratique pour faire la sérialisation. C'est surtout la sérialisation qui va être sympa parce que ça vous permet d'envoyer des objets Ceylon de votre client JavaScript écrit en Ceylon vers votre client Ceylon compilé vers la JVM. Donc ça va être assez sympathique. Et puis, surtout, les assemblies. Donc en Java, ça s'arrête au package. Pour aller au module, il faut aller demander à quelqu'un d'autre, c'est Maven et compagnie. Nous, on a les modules dans le langage et on va aussi avoir les applications. Donc ça va être quelque chose, on va pouvoir créer une application Ceylon dans le langage et dire mon application c'est cet ensemble de modules et on a un certain nombre de trucs qui vont être assez cool. Donc de créer encore un niveau au-dessus des modules, un container de modules. Voilà, j'ai fini. Et il reste peut-être temps pour une ou deux questions. On va prendre des questions, je vais ouvrir la porte comme ça les gens peuvent bouger. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez prendre la porte. C'est ça, non, c'est pas ça que t'as dit. Donc vous pouvez sortir, si vous voulez pas sortir, que vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Pour que les gens rentrent. Ah oui, pour les questions, parce que... Bon allez, on va prendre des questions. Je vais arrêter de dire des conneries. Les gens vont pouvoir rentrer pendant qu'on prend les questions. Super. Oui. Non, la compatibilité binaire, il y en a comme en Java ou il n'y en a pas comme en Scala? Alors, c'est une très bonne question. La compatibilité binaire, ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est qu'on voudrait avoir de la compatibilité binaire, peut-être pas autant que Java, parce qu'ils ont été obligés de faire des compromis qui ne sont pas forcément tenables sur la longueur, en particulier avec les génériques et tout ça, et même les lambdas, mais on va essayer. En pratique... dans la 1.1 et la 1.2, non. Mais après, oui. Parce que là, on a pour sortir la release, on a été obligé de faire des choix architecturaux qui sont pas forcément tenables sur 10 ans. La 1.2 venant cette année, on va les faire cette année, et on va être obligé de casser cette année. Mais après cette année, on va vraiment travailler au maximum pour ne plus casser. Autre question rapidos, est-ce que c'est envisageable d'avoir un projet Java et de mettre un petit peu de Ceylon pour essayer? Oui. Parce que là, comme vous avez dit, le build, c'est un build spécifique. On peut appeler le compilateur Java dans le build aussi, et oui, c'est tout à fait possible. Il y a une autre question? Non, Emmanuel, non. S'il y a Rémi non plus. Ah non, c'est bon, il est... Est-ce qu'il y a un serveur REST? Pas actuellement, non. Mais si on veut faire tourner un serveur REST écrit en Java, c'est-à-dire définir son serveur REST avec les annotations de JAX-RS et le faire tourner sous REST-Easy, ça devrait marcher. La cible pour le dev JavaScript, pour la compile, c'est quoi? Comment vous allez faire? Est-ce que vous faites de la compile incrémentale? Est-ce qu'aujourd'hui il faut compiler le JS complet pour pouvoir le tester sur le navigateur? Ah non, nos deux compilateurs sont incrémentaux. Ok, donc aujourd'hui, si je développe en JavaScript, que je rajoute un tout petit bout, c'est directement en live dans le navigateur? Oui. Ok. Moi, je vais en profiter pour poser une question. Un peu troll, mais Dart, il paraît que la JVM est censée fonctionner plus vite. Est-ce que tu fais aussi de la compilation vers Dart? On ne fait pas encore la compilation vers Dart, mais on y réfléchit sérieusement. Bon. Bah écoutez, on applaudit bien fort. Merci beaucoup. Merci.